Bon, bah ouais, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude. En fin d'année 2023, j'ai sorti une vidéo traitant de l'ensemble des films d'horreur sortis cette même année, et si le constat était plutôt élogieux, à juste titre sur certaines œuvres, on était tous plutôt d'accord sur un phénomène, les films d'horreur sont de plus en plus accessibles. Attendez, ça veut rien dire. Entendez par là que le genre se démocratise avec une bonne partie des sorties horrifiques qui ne cherchent plus à dérouter et faire peur aux spectateurs, mais qui cherchent simplement à être des expériences douces, presque des petites aventures avec une pointe de danger par moment. On avait vraiment affaire à de nombreux divertissements, avec seulement une toute petite dose d'horreur, car il faut faire des œuvres accessibles, se destinant à tous les spectateurs, et notamment aux plus jeunes générations. Alors je sais pas moi, regardez Megan, c'est vendu comme un film d'horreur, et pourtant c'est loin d'en être un. Avec un matraquage médiatique se déroulant sur TikTok, tout cela pour dire qu'il y a moins de violence, moins d'horreur, moins de choc, et surtout moins de noirceur, pour aboutir à une généralisation de l'ensemble, et surtout à moins de liberté artistique. Et la société qui est le plus pointée du doigt, comme étant actuellement la fautive de cette situation, de cette espèce de dégradation du genre horrifique, et bah c'est tout simplement la Blumhouse. La Blumhouse qui a produit notre film du jour, Imaginary. Bon, je sors tout juste de la séance, et Imaginary souffre clairement des mêmes problèmes. Une maison, une famille, un ours en peluche, servant de porte d'entrée à l'arrivée du fantastique dans l'histoire, avec des plans pas très inspirés, une ambiance beaucoup trop propre, je sais pas, tout paraît beau, comme si des gens nettoyaient en permanence les pièces, c'est insupportable, et surtout des jumpscares en foison, enfin bref. Imaginary représente la formule habituelle, y a pas de moment d'éclat, y a pas de moment où on se dit putain là je regarde vraiment quelque chose d'inédit que je n'ai jamais vu auparavant. Alors évidemment c'est un avis personnel, et tout ce que je vais dire parce que je vais être assez critique, et vous savez que j'aime pas faire des critiques qui enfoncent les films, c'est pas du tout mon genre, et je suis plutôt même dans ceux qui défendent des films qui sont majoritairement détestés. Mais là, j'ai beau essayer de trouver des points de qualité, de trouver des choses pour essayer de dire du bien du film, je n'y arrive pas. Imaginary, c'est un film qui ne possède pas d'éclat, qui n'a pas d'âme, c'est vraiment un jouet, une sorte de produit de divertissement horrifique qu'on sort pour que ça cartonne au box-office, et il n'y a pas de réelle bonne intention derrière, en tout cas je les ai pas ressentis, et ça me fait chier de le dire, ça me fait chier, et j'en ai parlé avec des potes avec qui j'étais, qui me disaient que j'étais trop difficile, et ils ont peut-être raison, parce qu'eux ils se sont dit, bah c'est une petite expérience, on se prend pas la tête et c'est tout, peut-être que je commence à être trop amoureux du genre, peut-être que j'ai trop besoin en ce moment d'expériences qui dénotent avec ce que je regarde majoritairement ou de ce que j'ai déjà vu par le passé, ou peut-être que j'ai regardé trop de films d'horreur, j'en ai trop mangé, du coup j'ai du mal à digérer les trucs qui sont trop communs. Alors peut-être que ça va vous plaire, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que Imaginary, c'est d'un classicisme absolu, vraiment. Et puis j'ai repensé à un film, Night Swim, qui est sorti en ce début d'année, une autre production de la maison mère Blumhouse, qui, on va pas se mentir, était basique au possible lui aussi, mais il y a un moment où le film décolle, c'est lorsqu'il fait travailler notre imaginaire et nous procure un peu de rêverie. Lorsqu'à la fin, alors attention, alert spoilers, lorsque le logo en rouge disparaît, cela sera bon, vous pourrez revenir si vous avez envie de voir Night Swim, mais lorsque la piscine devient gigantesque, telle une porte vers l'autre monde, mais bordel, on plonge dans quoi là? On plonge vers où? Vers les enfers, l'espace, vers la dimension d'Hadès, ou même vers la 4ème dimension? Mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Je trouve cela complètement fascinant, et même s'il était classique au possible, il y avait au moins ces quelques subtilités, ces quelques plans qui m'ont marqué et complètement fasciné, à contrario de Imaginary, qui pour le coup ne possède, en tout cas de façon personnelle encore une fois, rien d'original. Imaginary conviendra à de jeunes spectateurs, il n'y a aucun doute. C'est presque ce genre de petite expérience familiale que tu peux aller voir avec tes parents parce que c'est interdit au moins de 12 ans, donc il n'y aura pas trop de gore, il y aura pas trop, ça sera pas trop violent non plus, et en même temps ça peut convenir un peu à tous les membres de la famille une fois qu'il y a la maturité pour. En fait, c'est clairement conçu, c'est clairement ciblé sur un public précis. Et quand je dis jeunes spectateurs, c'est pas les adolescents qui foutent le bordel, parce qu'il y a des adolescents qui ont 12 ans qui sont plus intelligents que des adultes de 18 ans, il y a des jeunes adolescents, ils regardent déjà des trucs comme Hérédité, ils trouvent ça fascinant, ils vont sur les forums poster des tonnes de trades, etc. pour vraiment parler. Il y a des enfants, ils ont 12 ans, ils arrivent à te faire des dissertations de zinzin sur internet, c'est assez fascinant. Le nombre de fois où je suis tombé sur des mecs, je pensais qu'ils avaient 30 ans, 40 ans, tellement qu'ils étaient matures, et en fin de compte ils avaient 12-13 ans, et ils te sortaient des trucs, enfin, encore une fois, quand on dit jeunes spectateurs, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est plus dans le côté, c'est les premiers films d'horreur, tu vois. Moi, quand j'avais 10 ans et que je regardais Freddy, j'étais un jeune spectateur, pas parce que j'avais 10 ans, mais parce que je découvrais le genre. C'est vraiment par là, c'est vraiment cette expression-là que je désigne, c'est vraiment ce type de spectateur cible. J'espère que vous comprenez bien. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'avais 12 ans, quand je commençais les films d'horreur,
Mes premiers films d'horreur, ça a été quoi? Ça a été genre Terminator, ça a été... parce que Terminator, mes parents me l'ont montré parce qu'ils se disaient oh, c'est un film de science-fiction, ça va, mais Terminator, c'est un putain de film d'horreur. Ils m'ont montré Alien, ils m'ont montré quoi d'autre? Je pouvais avoir peur devant la série télévisée Chair de poule, mais l'ancienne, hein, je parle, hein, pas de la nouvelle. Je pouvais avoir peur devant un film comme La Momie. C'est là, ça a été là mes premières doses d'horreur, en fin de compte, quand j'étais tout petit, et puis ensuite, j'ai plongé dans de véritables films d'horreur. Mais avant de regarder Freddy, avant de regarder Vendredi 13, avant de regarder Halloween, avant de regarder, je sais pas, j'avais 13 ans quand Insidious est sorti par exemple, avant de regarder tout ça, j'ai eu une petite base de petites expériences horrifiques qui m'ont fait qui m'ont fait découvrir le genre en douceur. Et en fin de compte, Imaginary, c'est exactement ça. Imaginary, pour moi, c'est ce public cible qui est visé, c'est ces personnes qui ne connaissent pas encore trop la culture horrifique, qui n'ont pas vu L'Exorciste, qui n'ont pas vu tout un tas d'autres classiques par exemple, mais qui veulent découvrir en douceur le genre. C'est visé sur ce type de personnes. Et c'est pas un mal en soi, mais je trouve ça un peu bizarre de vendre cela comme un pur produit horrifique, alors qu'au contraire, on est vraiment dans une expérience qui est douce. C'est une aventure avec une petite dose d'horreur, comme peut le faire par exemple la dernière saison de Stranger Things, où c'est pas du tout quelque chose qui est fermé, ça se destine à tout le monde, et à quelques moments dans Stranger Things, il y a des scènes où il y a de l'horreur. Mais c'est rare, et c'est pas quelque chose qui va te traumatiser, c'est juste que ça te permet de commencer le genre en douceur si tu ne le connais pas, et Imaginary c'est exactement ça, comme Night Swim. Night Swim c'est un film d'horreur qui va faire peur si t'as jamais vu de film d'horreur auparavant. C'est aussi simple que ça. Donc faut aussi accepter le fait qu'on a ce genre d'expérience, qui sont visés comme, ou qui sont vendus comme des films d'horreur, mais qui sont de simples petites expériences horrifiques. C'est une aventure avec une petite dose d'horreur. J'aime bien appeler ça comme ça parce que je vois pas comment on pourrait appeler ça autrement. C'est presque ces romans pour adolescents là, à 14-15 ans, comme les Chairs de poule, je sais pas, il y avait Fear Street, etc. Vous voyez ce genre d'ambiance très ouverte qui peut convenir à toute la famille, et en même temps où tu peux prendre, si t'as jamais regardé de film d'horreur auparavant, tes petites doses de frissons dans le dos. C'est comme ça que ça doit être vendu, et le problème c'est que c'est pas vendu comme ça, et c'est aussi pour ça qu'on leur en veut à la Blumhouse et à d'autres sociétés aussi qui jouent. Ils nous vendent ça comme un film d'horreur qui va être effrayant, qui va faire peur à toute une génération encore une fois, et c'est pas du tout le cas, et ils ont même pas la volonté de nous faire peur une seule fois, ils veulent juste viser un public cible, et c'est tout, et faire en sorte que ça soit les premiers films d'horreur de toute une génération. Alors est-ce que ça sera le cas? J'en ai pas la moindre idée, mais c'est vendu bizarrement. Et si c'était vendu comme des petites expériences horrifiques qui ne font pas vraiment peur et c'est juste avec une petite dose d'horreur, je l'accepterais mieux en fait. Ouais, je l'accepterais mieux. Imaginary conviendra donc aux spectateurs qui souhaitent une petite aventure horrifique avec beaucoup de divertissement. Le problème, c'est que ce genre d'expériences sont en train de devenir majoritaires, et ça contribue à la mauvaise réputation des films d'horreur. Que ce sont des films débiles, que c'est juste des tueries qui s'enchaînent sans véritable mise en scène, et surtout que cela ne raconte rien. Alors comment défendre le genre si ces films deviennent majoritaires? Même Megan, qui était clairement ce genre d'expérience, avait au moins le mérite de raconter une histoire touchante vis-à-vis de la famille, et de la perte des êtres proches. L'histoire et le robot Megan n'étaient qu'un prétexte pour parler de deuil, et de la difficulté de perdre ses parents. Bon allez, prenons un exemple qui vous parlera à tous parce que c'est vrai qu'on tourne un peu autour du pot là. La saga Saw, c'est du divertissement, et pourtant ça plonge dans une certaine complexité à de rares moments. En parlant de cancer, en parlant de la difficulté à se payer un traitement viable, de se prendre pour Dieu dans le jugement, et de qui est vraiment juge pour savoir si tel ou tel criminel mérite la vie ou la mort. On aura beau dire que ce sont des films qui sont mal filmés, avec un budget parfois un peu trop ridicule par rapport à leurs ambitions, que l'histoire principale est bancale, et que la saga met toujours le divertissement en avant, mais il y aura toujours ces moments d'excellence, qui feront qu'elle est unique dans le paysage horrifique. Il y aura toujours ces quelques moments de subtilité. Pardonner toutes sortes de péchés fait passer l'éponge, mais pourquoi est-ce que l'on ne fait ça que lorsque la vie est en danger? Et je suis pas d'accord, la Blumhouse c'est pas que des mauvais films. Alors oui, ils ont totalement leur responsabilité vis-à-vis de la dégradation du genre, parce qu'ils font les films d'horreur, ils font le plus de films d'horreur à l'année je crois, et surtout, c'est les films d'horreur qui rencontrent le plus de succès au box-office. Rien que Megan, ça a pété tous les scores l'année dernière, c'était assez impressionnant. Oui, ils ont leur faute, ils ont leur tort, parce qu'ils produisent des films d'horreur sans originalité, c'est un vrai problème. Parce que les films d'horreur, ça doit être... le synonyme d'un film d'horreur, pour moi, c'est l'originalité, parce que c'est là qu'un réalisateur... On parle de films qui sont d'horreur, c'est de l'horreur pure, c'est des films où il y a aucune limitation de base, puisque c'est un des genres les plus limités au monde. On doit faire peur aux spectateurs, on peut montrer de la violence, on peut parler de sexe, de drogue, de violence, qu'elle soit sexuelle, physique, etc. On peut aller tellement loin avec un film d'horreur parce que justement, on n'a pas de tabou en fin de compte, parce que c'est le but de l'horreur. C'est censé être un genre qui s'en fiche des interdictions en fin de compte, c'est ça que je veux dire. Mais même si la Blumhouse ont leur tort,
On peut pas uniquement les pointer du doigt. On peut pas dénigrer la Blumhouse sans cesse. Ils ont participé à la culture et produisent des films qui sont des portes d'entrée. Vous pouvez être sûr qu'un adolescent va regarder Imaginary cette semaine au cinéma, avant de rentrer chez lui et faire une soirée film d'horreur avec ses potes. De là, il va peut-être découvrir Freddy, Vendredi 13, Hellraiser, il va peut-être se peaufiner encore plus, regarder It Follows par exemple, et peut-être même découvrir d'autres pépites encore plus profondes. Donc on a nécessairement besoin de films d'horreur accessibles pour que le genre perdure. Mais malgré les déceptions, la Blumhouse c'est aussi des films comme Invisible Man, qui parlent de violence conjugale, Insidious 1 et 2 qui ont emmené le paranormal plus loin que jamais, avec des scènes qui sont tellement déroutantes, genre le personnage de Parker Crane qui se déguise en femme avant de séquestrer justement des femmes, qu'il capture de façon complètement sordide. Putain mais c'est tellement malsain. Et pourtant tous les petits de 12-13 ans, ils allaient le voir. Insidious ça a été le modèle, ça a été vraiment le cheval de Troie pour une génération, le cheval de Troie dans le sens qu'après on se faisait piéger et on devenait accro aux films d'horreur. Et je fais partie de ceux qui défendent la Blumhouse. Alors la défendre c'est pas mon daron, ma daronne, tu vois ce que je veux dire, mais je suis partie de ceux qui disent oui, ils font leurs erreurs, y a aucun souci, mais il faut être objectif au dit et dire qu'ils ont produit des petites pépites. Mais on dirait que majoritairement maintenant, alors qu'on ressentait beaucoup moins ça auparavant dans les dernières années, je sais pas, entre 2023 et peut-être 2024 à voir leurs futurs projets, il y a vraiment la sensation qu'ils ont peur de faire peur aux spectateurs, c'est ça qui est ironique. On dirait qu'ils veulent pas traumatiser, on dirait qu'ils veulent pas choquer. Et c'est con parce qu'on peut faire du grand public qui est assez brut de décoffrage. Quand tu regardes la scène d'intro du premier opus de ça, qui était le remake donc qui a été refait, la première scène du film, c'est un meurtre d'enfant. Et pourtant ça a cartonné, ça s'est adressé à tout un tas de personnes et c'était accessible. Il y a tellement d'autres exemples possibles. Mais c'est chiant parce que vraiment on dirait que la majorité du studio et tous ceux qui dirigent, les patrons de la boîte, ils disent « Ah non, allez pas trop loin, on veut rester accessible, il faut pas qu'on traumatise une génération entière. » Mais le but des films d'horreur c'est de traumatiser les gens, c'est de leur faire peur, de leur proposer des émotions différentes. Et Imaginary va à contresens de ça. C'est pour ça que je peux pas considérer ça comme un film d'horreur, parce qu'un film d'horreur doit être différent de la majorité. Mais à quoi bon, sur YouTube il y a une vidéo par semaine qui critique Marvel ou qui critique tous les blockbusters et qui vend Dune 2 comme le film du siècle parce que c'est un tout petit peu différent d'habitude et qu'on prend un peu moins les spectateurs pour des cons. Mais d'accord, c'est très bien, mais il faut faire exactement la même chose avec Imaginary, parce que Imaginary et tous ces autres films qui lui ressemblent, c'est le même phénomène, c'est ces blockbusters décérébrés qui ont pas vraiment de principe, qui ont pas vraiment de but, et qui participent à la dégradation du genre. Et je dis pas que c'est un problème, je dis que c'est un problème pour les spectateurs comme moi qui se sont tabassés pendant des années à des films d'horreur. Et peut-être que je n'aurais pas dû aller le voir et je n'étais pas le public ciblé, mais dans la manière dont le film a été vendu, je suis désolé, c'était vendu pour les fans de films d'horreur, pour ceux qui veulent avoir peur, etc. Évidemment que je fais partie du public qui était visé, mais ils ont raté la cible. Si on m'avait vendu ça comme Fear Street par exemple, la série qui était produite sur Netflix, Fear Street ça faisait pas peur pour un sou, mais vu que c'était vendu comme cette espèce de roman adolescent horrifique à la chair de poule, ou comme les romans Fear Street, puisque à la base ce sont des romans, il n'y avait aucun souci, je prenais ce côté adolescent, un peu comme Stranger Things, les premières saisons, je prenais ce côté adolescent, et même Stranger Things, à part la dernière saison et la première où il y avait une pointe d'horreur, ça a toujours été des aventures assez grand public, mais il y avait cette pointe d'horreur que j'acceptais, et j'étais pas là en train de me dire « Ouais, c'est pas un film d'horreur, c'est pas une série horrifique, ça me fait chier », non, parce que je l'acceptais, parce que c'était bien vendu. Imaginary, et comme tout un tas d'autres films de la Blumhouse, ils arrivent pas à se séparer des anciens publics, des anciennes générations qui se sont tabassés aux films d'horreur, et en même temps ils font tout pour capturer la nouvelle et pour leur vendre. Donc je sais pas s'ils doivent métamorphoser leur mode de production, s'ils doivent métamorphoser la façon de vendre le film, s'ils doivent métamorphoser leur mode de promotion. J'ai pas la réponse, mais voilà, c'est tout. C'est un petit coup de gueule, mais ça va, c'est gentil quand même. Et puis il y a plein d'autres exemples. Blumhouse, c'est aussi Black Phone, Split, The Visit, The Vigil, ou encore Sinister. Et Sinister, c'est un putain de classique qui est complètement incroyable. Ils ont mis le paquet pour la culture. Et on parle pas de films qu'on, à part Sinister qui a peut-être 10 ans, mais genre The Visit, The Vigil, même Black Phone, c'est assez récent, c'est des sorties qui sont pas trop anciennes, tu vois. Donc ils sont capables de proposer des films qui soient déroutants et qui ont une véritable ambition artistique. En fait c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils sont capables de faire des films grand public, mais qui ont toujours cette pointe de subtilité. Et si on commence à avoir des films qui n'ont plus cette subtilité comme Imaginary, en tout cas de ce que j'ai ressenti, bah là oui, le genre va complètement se casser la gueule et ces sociétés mères vont se faire encore plus dénigrer. Donc je suis pas pour qu'on insulte la Blumhouse, pour qu'on leur dise que ce sont que des merdes, parce qu'à entendre les gens sur Twitter etc, on a vraiment cette sensation que la Blumhouse c'est de la merde.
J'ai vu aussi des personnes réagir parce qu'ils voudraient potentiellement racheter les droits de Vendredi 13 pour produire des films, et il y en a plein qui disaient ouais mais vu comment ils ont traité Halloween ça fait chier. Oui je suis d'accord, mais s'ils donnent Vendredi 13, que ça soit la Blumhouse ou quelqu'un d'autre on s'en fout, faut qu'ils donnent la saga Vendredi 13 à un réalisateur qui a envie de faire quelque chose de bien et qui a une véritable vision. Faut pas qu'ils donnent ça à un yes man comme David Gordon Green. David Gordon Green, celui qui a produit Halloween et le dernier Exorciste. Alors vous savez que j'adore les Halloween qui sont sortis récemment, mais alors le dernier Exorciste c'était abominable. C'était abominable. Donc encore une fois, cette vidéo elle a pour but de dire que oui, Imaginary c'est le produit de consommation typique de la Blumhouse malheureusement, mais en même temps faut pas non plus trop les dénigrer parce que la Blumhouse, sur 20 pépites qui vont sortir à l'année, et j'abuse complètement, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui deviendront des films cultes. J'ai cette sensation là, tu vois. Genre Black Phone, c'était pas du tout le film que j'ai aimé, enfin j'ai bien aimé, mais pour moi c'était assez traditionnel. Mais la majorité des gens qui sont autour de nous, qui sont sur internet, etc., ils disent que Black Phone c'était une pépite. Et peut-être que dans 10 ans, bah la Blumhouse, on se dirait ils ont produit Black Phone qui est une petite pépite. Tu vois, comme maintenant on parle de Sinister, qui est sorti en 2012-2013, Sinister 1 ou 2, je sais plus, ils sont sortis à cheval sur ces années-là, dans la décennie de 2010 il me semble. À l'époque, il y en avait plein qui disaient ça sera jamais des classiques, et pourtant maintenant en 2024, tout le monde dit que Sinister c'est incroyable et que ça fait partie des films les plus importants à voir de façon assez récente des dernières décennies, tu vois. On parle pas de films d'horreur des années 80-90 où il y a le plus gros des classiques, on parle de la décennie des années 2010. Donc ils ont réussi à produire des films qui ont marqué des générations. La Blumhouse c'est pas n'importe qui, ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais dans leur mode de financement, leur mode de production, le côté aussi fast-food qu'ils ont, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui fait un peu chier. En fait, on se dit qu'il y a un tout petit peu de qualité, mais s'ils travaillaient encore plus leur projet, s'ils faisaient appel à des réalisateurs encore plus talentueux et à de meilleurs scénaristes surtout, ils pourraient devenir une société très marquante, comme la Hammer l'a été à une époque. Voilà, je pense que c'est ça la meilleure façon pour moi de décrire ce que j'ai ressenti en regardant Imaginary, et qui fait que toute cette vidéo parle de la Blumhouse, et que on n'a pas fait une critique comme d'habitude, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être une vidéo différente, c'est que vraiment j'ai ressenti ça. C'est que Imaginary pour moi c'est un produit de consommation, c'est vraiment la meilleure des choses, la meilleure des phrases ou des mots à aligner pour décrire ce film et mon ressenti derrière. Alors encore une fois peut-être que je serai le seul, et moi je vous souhaite vraiment de passer un putain de moment devant le film. Je souhaite que je sois le seul, ça se trouve je vais être le seul à détester, tu vois, et ça me dérange pas, mais ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça se trouve j'étais pas dans un bon mood, pas une bonne optique, et peut-être que je le regarderai dans un an et je me dirai putain mais Imaginary j'étais tellement dur avec, c'est ouf, j'étais sous coke, c'est pas possible, sous Coca-Cola, hein, vous avez compris la blague, hein. Vous pensiez à quoi, bande de dégueulasses. Et j'ai marqué quoi d'autre, c'est aussi la promotion, où on sent que c'est un produit de consommation qui est fait pour cartonner, on sent que la Blumhouse a mis le paquet sur ce film en termes de promotion, en termes de publicité. Ça passait sur Skyrock tout à l'heure quand j'étais en train de conduire pour aller chercher du papier toilette. Il parlait de Imaginary. Ça n'arrive jamais. Enfin genre c'est vraiment une dinguerie. Il y a tout un tas de publicités sur TikTok, sur YouTube, etc. On sent que c'est un film qui est fait pour plaire aux gens, attirer les gens en salle, et que la Blumhouse a mis comme Megan. Megan, on sentait que ça puait l'espoir et qu'il voulait péter le score au box-office et ça a pas manqué. Là je pense que Imaginary ça va être la même chose par rapport aux affiches, le concept du film, cette icône avec le nounours. On sent que c'est fait pour attirer les gens en salle et que ça cartonne, que les gens dans la cour de récré en parlent, tu vois. Et ça va cartonner. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on sent encore plus le produit de consommation, presque le produit d'appel, et qu'ils ont mis tellement d'espoir dedans, c'est une dinguerie. On sent qu'ils ont réfléchi à comment faire le plus gros carton au box-office. C'est ça que je ressens avec Imaginary. Et même là, quand tu regardes les dernières déclarations de la Blumhouse, ils te mettent en avant Megan, ils te mettent en avant Imaginary, ils parlent même d'un crossover, j'ai vu ça. On sent que l'échec de la Halloween, l'échec de l'Exorciste, qui étaient des franchises très connues, qui ont cartonné dans les années précédentes, ils portaient beaucoup d'espoir dessus, et ça a marché au box-office, c'était pas des grosses catastrophes, mais on sent que c'est pas les cartons qu'ils espéraient. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de... D'accord, ils veulent racheter Vendredi 13, y a pas de souci, ils veulent faire revenir ces franchises mythiques. Mais on sent que la Blumhouse cherche également à se construire de toutes nouvelles icônes, et que c'est pour ça qu'ils mettent un peu le coche, ils mettent un peu en arrière-plan ces franchises mythiques comme Halloween et l'Exorciste, pour mettre en avant quoi? Pour mettre le paquet sur quoi? Sur des nouvelles franchises et sur des nouvelles icônes. Megan s'est construit comme une icône horrifique entre guillemets. Et Imaginary, le nounours aussi, tu vois. Tout ça fait que vraiment, c'est des produits de consommation. Et c'est comme l'était Freddy, tu vois, genre moi j'adore Freddy, hein, j'adore Freddy 1, Freddy 3, Freddy 4 que j'aime beaucoup, Freddy 2 que j'adore, Freddy sort de la nuit, le dernier j'adore. Mais à partir de Freddy 5, 6 et aussi Freddy 4, on sent qu'il y a ce produit de consommation qui est fait, que c'est juste des enchaînements de scènes de meurtre avec Freddy qui est devenu une icône. Et ça me dérange. C'est pour ça que j'adore Freddy, mais en même temps, dès que je regarde Freddy 4, 5, 6, je me dis...
Bon les gars là, on sent que c'est fait que pour le business et qu'il n'y a pas de réelle intention derrière. Et j'ai l'impression que la Blumhouse fait la même chose qu'avec la New Line avait fait avec Freddy. Et encore une fois, je me répète, mais ça sent le produit d'appel, ça sent le produit de consommation et c'est ça qui me dérange en fait. J'avais noté ça pendant ma séance que j'ai pris en photo là. Imaginary cherche à réitérer le succès de Megan et c'est totalement le cas. Mais Megan avait beaucoup plus pour lui en fait. Parce que Megan, c'était plus du Black Mirror, oui. C'était pas vraiment de l'horreur, c'était presque de l'anticipation. J'allais dire que c'était de la SF, mais c'est pas de la SF du tout, mais il y a ce côté très moderne, très technologique qui fait plaisir, qui rappelle un peu Terminator dans certaines scènes, il y avait clairement des références, même dans la soundtrack à Terminator. Mais Megan, ça parlait d'une fille qui avait perdu ses parents. Ça parlait de faire le deuil. Ça parlait de processus psychologiques qui existent réellement, de trouver une nouvelle maman lorsque tu viens de perdre ta mère. C'était des trucs sérieux, tu vois, genre c'était triste par moments Megan et c'était très difficile. Ça parlait aussi du fait de ne pas réussir à être une nouvelle mère, à remplacer sa maman, parce que le personnage principal de Megan, donc l'héroïne, elle se retrouve avec la garde de sa nièce, sauf qu'elle était pas prête pour être maman. Et tu vois, ça racontait toutes ces choses qui sont très subtiles, qui sont des sujets profondément adultes, qui sont profondément chiants et qui plairont pas à tout le monde. Mais moi c'est ce que j'aime, c'est cette subtilité parce que ça change de ce que j'ai l'habitude de voir. Et dans Imaginary, je n'ai pas retrouvé cette subtilité. Et ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier parce qu'il n'y avait même pas un truc qui parle de deuil, même pas un truc qui parle de traumatisme. Même la façon de traiter l'enfance, comment c'était fait là dans le film, quand j'y repense. C'est genre la peur d'être un enfant. Tu sais pas, le message du film est ambigu. Il n'y a pas vraiment de message. Et une œuvre artistique doit avoir un message, que ça soit simpliste à comprendre, c'est pas un souci. Scream, c'est simple. Mais ça parle de plein de choses, Scream aussi, tu vois. Et pourtant, c'est les films d'horreur les plus accessibles au monde, Scream, tu vois. Donc il y a toujours moyen de se servir d'une certaine facilité pour raconter quelque chose. Et Imaginary ne l'a pas fait. Et c'est chiant. Voilà, je conclue toujours de la même manière, mais ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier, ça me touche parce que j'aime les films d'horreur, donc j'ai envie d'avoir des expériences de zinzin. C'est tout pour aujourd'hui, je sais pas combien de temps j'ai tourné, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant des heures, je vais essayer de couper ça. Là ça va être une petite nuit blanche de montage, ça va être bien sympathique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que ça a été... Je suis désolé, j'aime pas faire des critiques négatives, mais là ça a été une critique négative, ça sera rare sur ma chaîne. Il y en a plein qui me disent que je suis trop gentil des fois, et là au moins je suis trop méchant, donc ça équilibre un peu mon karma, ma balance de reviews, de critiques qu'il y a sur la chaîne. Mais voilà, je voulais vous remercier pour l'accueil de ces dernières vidéos, on a parlé de Terrifier, de Vendredi 13, de Halloween, de Scream, etc. Ça a été des retours pas possibles, beaucoup de commentaires et tout. J'ai essayé de répondre à quelques-uns d'entre vous, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de retours et je voulais vous remercier de votre gentillesse. Genre, sans déconner, il n'y a aucun critique négative, il n'y a aucune critique genre avec des insultes ou des messages bizarres. Il n'y a que des critiques ou des choses que vous me dites pour m'améliorer. C'est vraiment trop cool. Ou alors c'est que des choses positives avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que vraiment, si je fais ces vidéos, c'est aussi pour que vous puissiez vous détendre un peu. Je sais que vous regardez ça en fond sans regarder ma sale gueule et c'est une très bonne chose. Et ça me fait trop plaisir. Voilà, vous consommez ça comme des podcasts et on va essayer de continuer dans ce genre, dans cette direction, de beaucoup plus parler, de faire des vidéos plus longues peut-être, beaucoup plus travaillées aussi par la suite. Et avec d'autres intervenants aussi qui vont arriver, donc je voulais vous remercier pour tout ça. Vous connaissez la propagande de YouTube, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, bref, on arrête pour le moment. Et puis je vous fais de gros bisous, c'était mes Romains, prenez soin de vous, un gros bisou sur la fesse gauche, et je laisse la fesse droite pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Ciao bene les amis.